bonjour à tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui pour cet événement. Merci beaucoup. Alors, c'est le dernier événement scientifique que la communauté de recherche Action sur les droits économiques et sociaux organise cette année pour l'année 2024-2025. Alors, merci de votre présence. Aujourd'hui, donc, on a une perspective qui est assez intéressante pour les juristes qui s'intéressent aux droits économiques et sociaux. C'est qu'on sort de notre cercle intime des préoccupations relatives aux droits économiques et sociaux, comme par exemple le droit au logement, le droit à la santé, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la sécurité sociale, pour s'ouvrir vers une autre forme de contentieux qui émerge au Canada et ailleurs dans le monde. Alors, c'est une occasion pour nous d'essayer d'apprendre de l'expérience de ce contentieux, du contentieux climatique qui offre certainement, enfin, aura certainement le potentiel d'offrir des clés pour peut-être réfléchir à comment dépasser les obstacles auxquels sont confrontés les droits économiques et sociaux. Alors, c'est le programme auquel on vous convie aujourd'hui. Alors, nous avons quatre invités. Alors, voilà, un programme chargé, n'est-ce pas? On a la chance et le privilège de recevoir ma collègue Paul Allais, qui est professeur titulaire chez nous à la Faculté de droit de l'Université Laval. Paul est une spécialiste du droit de l'environnement. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement. La professeure Paul Allais, elle est autrice de nombreux articles et ouvrages consacrés au droit de l'environnement et au développement durable. Elle est fréquemment invitée à participer à des événements sur les scènes nationales et internationales. Alors, merci beaucoup, Paul, de ta présence. Paul va nous présenter donc le contentieux climatique, les contentieux climatiques en cours actuellement, et elle fera ce travail avec la collaboration de Sébastien Sénécal. Donc, Sébastien, il est docteur en droit de notre université, de notre faculté, et chargé de cours au sein de notre faculté à l'Université Laval. Il enseigne, Sébastien, les droits et libertés de la personne et le droit administratif. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également parmi nous aujourd'hui Albert Lalonde. Bonjour Albert, je suis très contente de te voir. Alors Albert, il est militant pour le climat et la justice sociale. Il est engagé dans différentes luttes populaires à Tiotia, Muniang. Donc, vous aurez compris que je vise ici la ville de Montréal. Et il est également engagé dans divers projets à l'international. Alors, pardonnez-moi, j'ai utilisé le pronom il alors que je devrais utiliser le pronom yel. Alors, toutes mes excuses, Albert. Albert est directeur, directrice de la recherche pour le Future Generations Tribunal, où Yale travaille à établir les droits collectifs des générations futures par le biais des délibérations mondiales menées par des enfants et des jeunes. Yale est impliqué dans différents projets à l'intersection de la justice climatique, de l'innovation juridique et des arts, en tant que chargé de projet pour le labo Conscience climatique de la Fondation David Suzuki. Albert est également plaignante dans l'affaire La Rose contre Canada quant à la responsabilité du gouvernement fédéral à l'origine de la crise climatique, et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Albert pour ta présence. Enfin, Camille Martini. Camille est doctorant en co-tutelle au sein de notre faculté à l'Université Laval, ainsi qu'avec une co-direction de l'Université Aix-Marseille. Camille est boursier Vanier 2023, récipiendaire de la bourse d'excellence réelle des Costes Ouranos du FRQNT. Il est membre du programme Thèse de l'Agence française pour la transition écologique. Avant de se dédier à temps plein à ses recherches doctorales, Camille a pratiqué le droit international comme avocat au barreau de New York et de Paris. Il a également enseigné le droit international de l'environnement, le droit international et la politique internationale appliquée et le droit international économique à l'Université Laval, ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke et à l'École de droit de la Sorbonne. Camille est membre du Centre d'études et de recherche internationale et communautaire, le CERIC, et de la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, dirigée par ma collègue Paul Allais. Alors, merci infiniment de votre présence, et comme on a un vaste programme, je cède tout de suite la parole à notre première intervenante qui est la professeure Allais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christine, pour, ces mots d'introduction. Donc, je demandais à Sébastien de partager le PowerPoint que nous avons préparé et le mettre en et oui, nous en sommes à la deuxième diapositive. Donc merci aussi aux camarades pour, l'invitation à vous parler aujourd'hui, là, du contentieux climatique canadien. Je vais en introduction, situer un peu le contentieux climatique canadien. Ensuite, j'aborderai l'affaire Larose et Sébastien interviendra par la suite pour l'affaire Mature. Alors, selon les compilations annuelles réalisées par le Sabine Center ainsi que le Grantham Research Institute, le nombre de recours climatiques ne cesse de progresser à travers le monde, et cela dans un plus grand nombre de pays d'année en année, dont le Canada. Donc, en 2019, c'était 40 pays. En 2025, c'est 55 pays où on trouve, où des contentieux ont été entrepris. Par exemple, en 2017, le Sabine Center recensait 13 recours climatiques au Canada, alors qu'aujourd'hui, en 2025, il en recense 38. S'il vous plaît, Sébastien. Donc, par ailleurs, la liste des recours au Canada qui sont recensés par le Sabine Center en matière de climatique euh, permet d'observer là, que cette liste de recours n'est pas exhaustive, et que les recours aussi sont peu homogènes entre eux. S'il vous plaît, Sébastien. Plus particulièrement, hormis quelques cas, la grande majorité des recours sont entrepris contre les gouvernements. Et ces recours cherchent alors à augmenter les ambitions des gouvernements en matière de réduction des GES, avoir un comportement exemplaire, ou encore forcer les gouvernements à respecter leurs cibles et à respecter les exigences contenues dans les lois nationales régissant la politique énergétique et la pollution atmosphérique. Mais on retrouve en marge de ces recours dits stratégiques et emblématiques du contentieux climatique, on retrouve d'autres types d'affaires, comme par exemple des attaques à la légalité des règlements et des lois adoptés pour lutter contre les changements climatiques. On pense par exemple au renvoi de l'Alberta, de l'Ontario, de la Saskatchewan contre la loi fédérale sur la tarification du carbone. On pense également à Syncrude, euh, une très importante pétrolière de l'Alberta qui contestait la réglementation fédérale qui contraint à ajouter un pourcentage d'éthanol dans l'essence. Ils ont perdu. On retrouve également en marge de ces recours d'autres types de recours, notamment contre des sociétés pétrolières et gazières. Et là aussi, les objectifs sont très variés. On retrouve également des poursuites variées, notamment en contestation de marques de commerce dans la liste du Sabine Center, ou des litiges en diffamation, par exemple. Et également euh, des recours plus récents pour des déclarations fausses et trompeuses d'entreprises qui se disent vertes et qui respectent le développement durable. S'il vous plaît, Sébastien. Donc, le contentieux climatique n'a pas commencé avec l'affaire Larose, bien, il y a des affaires qui sont donc bien antérieures à celle-là. Et l'examen donc de l'évolution de ce contentieux climatique au Canada révèle que ces recours font systématiquement, tout le temps, face à une requête en radiation, dans laquelle le gouvernement conteste le caractère justiciable du recours ou conteste l'absence de lien causal entre l'inaction euh, ou ou l'action illégale qui est ciblée et un quelconque préjudice lié aux effets du changement climatique. Donc, dans ces litiges, notamment comme celui des Amis de la Terre en 2008, la question sous-jacente de la contestation des Amis de la Terre était fondée sur la pertinence, voire la suffisance de la réponse du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Et la question était donc de savoir si les tribunaux sont l'instance appropriée
pour entreprendre et résoudre des questions d'équité, de droits et d'obligations se rapportant au changement climatique. Dans cette affaire, comme dans la presque totalité des recours, la requête en radiation contre la demande de contrôle judiciaire des Amis de la Terre a été accueillie au motif que cette demande de contrôle judiciaire ne visait pas le défaut d'avoir adopté des documents requis par la loi sur de mise en œuvre du protocole de Kyoto, mais visait plutôt, comme je le soulignais tout à l'heure, le caractère insuffisant des mesures contenues dans ces documents. Aussi, leur contestation ne soulevait pas de questions justiciables. C'est ce on peut observer dans le premier extrait que vous trouvez sur cette diapositive. Ensuite, le second extrait que je cite annonce de manière précurseur là, les recours à venir, où le juge souligne dans cette affaire de 2008 qu'il doute d'ailleurs qu'en dehors du contexte constitutionnel, la Cour puisse de quelque manière contrôler ou orienter les autres branches du gouvernement dans la conduite de leurs fonctions législatives et réglementaires. S'il vous plaît, Sébastien. À partir de 2015, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette année-là et ça va avoir un effet de renouveler les stratégies du contentieux climatique au pays. Tout d'abord, on note que la lutte au changement climatique a été déclarée comme une situation d'urgence, notamment par le GIEC, notamment par l'Organisation des Nations Unies, dans les objectifs du millénaire pour le développement durable. En 2015, on a également deux décisions phares qui ont gain de cause, qui sont gagnées au fond, sur le fondement des atteintes aux droits de la personne. Donc, ces deux arrêts vont ensuite être imités à travers le monde. Ils vont servir d'exemple positif là, pour atteindre les objectifs des recours. On note également l'adoption de l'accord de Paris, donc Camille va vous parler plus amplement tout à l'heure, qui fait apparaître l'encadrement juridique de l'accord de Paris, donc favorable aux demandeurs. Et l'accord de Paris va être cité dans les recours qui sont entrepris contre les gouvernements pour augmenter les ambitions en matière de lutte contre les changements climatiques. On note également des avancées scientifiques importantes. Donc, il y a maintenant des données qui sont probantes, qui permettent d'établir le rôle et les responsabilités des entreprises et des gouvernements. Et donc, ça réduit les incertitudes en matière de causalité entre les émissions et les préjudices des changements climatiques. On retrouve enfin de plus en plus de lois, de plus en plus de politiques et de déclarations des gouvernements qui précisent leur engagement. Notamment, la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité est abondamment citée dans les affaires dont nous allons vous traiter dans une minute. S'il vous plaît, Sébastien. Donc, à partir de cette année 2015, le contentieux climatique canadien s'est donc calqué sur ces affaires, notamment l'affaire Urgenda des Pays-Bas, et ont fondé leur recours sur plusieurs fondements, mais notamment, principalement, sur les droits de la personne, évoquant l'idée d'un droit composite de vivre dans un climat stable. Tous ces recours ont été contestés, ont dû faire face à une requête en radiation qui soutient, comme toujours, que les revendications ne soulèvent aucune question justiciable, ou si elles soulèvent des questions justiciables, elles ne relèvent aucune cause d'action raisonnable en raison de l'absence de lien causal entre le préjudice subi et les lois, règlements ou décrets contestés. Donc, dans ces affaires, les requêtes en radiation ont été acceptées en première instance dans toutes les affaires, sauf une, l'affaire Nature. Donc, on voit qu'on avance euh, dans le contentieux. Donc, afin d'illustrer ce contentieux, nous mettons l'accent sur les droits fondamentaux mobilisés dans l'affaire Larose et dans l'affaire Nature. S'il vous plaît, Sébastien.
Alors, dans l'affaire La Rose contre Canada, c'est 15 jeunes qui étaient âgés de 10 à 19 ans au moment où ils ont déposé leur demande. Ils proviennent de 7 provinces et d'un territoire. Ils ont intenté une action contre le Canada pour son échec à régler le problème des changements climatiques et ils ont réclamé dans leur demande euh, ils ont réclamé en raison des répercussions sur leur intégrité physique et psychologique et leur capacité de faire des choix de vie fondamentaux, des réparations en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. En première instance, la Cour fédérale a accueilli les principaux motifs de la requête en radiation du Canada. C'est-à-dire, les revendications fondées sur la Charte ne soulèvent pas de questions justiciables en raison de leur nature politique, qui reproche au Canada un nombre vaste et indéterminé d'actions et d'inactions qui obligerait le tribunal à se prononcer sur des questions économiques, politiques et commerciales, et également sur des questions d'affectation des ressources, ce qui relève non pas du pouvoir judiciaire, mais des pouvoirs législatifs et exécutifs. La Cour fédérale de première instance a également retenu que les revendications étaient des revendications de droit positif et qu'elles ne peuvent pas donc être fondées sur les articles 7 et 15 de la Charte. Par ailleurs, pour la Cour d'appel fédérale, elle a donné raison en partie à la Cour fédérale en concluant que la majorité des revendications doivent être radiées parce qu'elles ne sont pas justiciables, elles ne soulèvent pas des questions justiciables. Notamment au regard de l'article 15, la Cour d'appel fédérale retient que l'effet préjudiciable des changements climatiques n'est pas un effet que l'article 15 vise à prévenir, car il n'impose pas à l'État une obligation positive d'adopter des régimes visant à corriger des inégalités sociales. Pour la Cour d'appel fédérale, l'équité intergénérationnelle n'est pas visée à l'article 15 dans sa version actuelle. Enfin, pour la Cour fédérale, la seule revendication justiciable est celle fondée sur l'article 7 de la Charte. Pourquoi? Parce qu'elle vise des lois, des règlements et des décrets qui comportent un aspect juridique suffisant sur lequel un tribunal peut se prononcer. De plus, au sujet de la question des droits positifs, la Cour souligne que les revendications établissent un lien entre la privation des droits garantis à l'article 7 et le fait que le Canada a constamment manqué ses cibles en matière de réduction des GES, des cibles qu'il a pris en vertu de l'accord de Paris, lesquelles cibles ont été enchâssées dans une loi, la loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, et que de ce fait, ce manque d'ambition du Canada, ça accentue les risques d'atteinte à l'article 7. Donc, un effet de négation des droits. Et l'existence, donc, de ces lois, règlements et décrets, ce sont des normes objectives qui permettent à la Cour d'évaluer les revendications fondées sur la Charte, sans avoir à dicter au Canada une démarche, une conduite à suivre pour respecter ses engagements. Donc, en définitive, la Cour fédérale a accueilli en partie les appels en modifiant les ordonnances de la Cour fédérale afin de permettre afin d'autoriser la modification des actes de procédure sur les revendications relatives à une violation de l'article 7 et retourner l'affaire en première instance. Donc, on a conclu sur les questions procédurales préliminaires et là, maintenant, on retourne l'affaire en première instance pour qu'elle soit jugée au fond avec des actes de procédure qui auront été amendés pour être plus précis. Alors, je cède maintenant la parole à Sébastien qui va vous entretenir de la seconde affaire qui est allée plus loin que l'affaire Larose. Merci, Paul. Alors, moi, je vais parler de, effectivement, l'affaire Major qui présente des similitudes avec l'affaire Larose, mais
l'affaire va un peu plus loin. Alors, c'est une affaire, l'affaire Matrix, c'est une affaire qui provient de l'Ontario. La trame évolutive de cette affaire-là, le premier jugement de la Cour supérieure de l'Ontario est rendu en avril 2023. Ensuite, le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario est rendu en octobre 2024. Et la Cour suprême du Canada a refusé d'autoriser la demande d'appel en mai 2025. Donc, le contexte de l'affaire Major, c'est sept jeunes Ontariens qui sont âgés entre 15 et 27 ans. Et le groupe de demandeurs est aussi formé par des peuples autochtones. Et ce qui est contesté, c'est la cible de réduction des gaz à effet de serre qui a été adoptée par l'Ontario dans une loi qui est adoptée en 2018. Et il conteste aussi le plan de mise en œuvre de la cible qui est présentée par l'Ontario, un plan qui a été présenté par le ministre de l'Environnement en novembre 2018. Alors, le gouvernement s'engage à réduire, c'est prévu dans la loi, mais aussi dans le plan. Le gouvernement ontarien s'engageait à réduire de 30 en dessous du niveau de 2005 pour 2030. Alors, la cible et le plan sont contestés sur la base qu'elle porte atteinte au droit à la vie et au droit à la sécurité, qui est protégé à l'article 7 de la Charte canadienne, et aussi à l'article 15, donc, qui protège le droit à l'égalité. Alors, ce qu'ils allèguent, les demandeurs, c'est que la loi permet l'imposition d'une cible qui ne respecte pas l'accord de Paris et ou qui ne respecte pas le minimum qui est prévu par toute autre évaluation scientifique. Alors, l'affaire pose deux enjeux principaux sur lesquels va se positionner la juge de première instance. La première, c'est la justiciabilité de la cause. Est-ce que la cause est justiciable, c'est-à-dire qu'elle peut être entendue sur le fond? Et ensuite, l'obligation générale d'agir de la part de l'État dans la protection des droits fondamentaux, tant sur le plan de l'article 7 que sur le plan de l'article 15. Alors, si je vois avec le premier enjeu, celui de la justiciabilité des arguments qui sont présentés par les demandeurs. Donc, Nature, c'est la première cause au Canada qui est liée au changement climatique et qui va être entendue sur le fond par un tribunal parce que la Cour va estimer que l'affaire, elle est justiciable. Alors, en gros, sur le plan du droit, contester l'inaction de l'État en matière de changement climatique ou le fait que le gouvernement ou le législateur ne va pas assez loin ou n'est pas assez ambitieux en matière climatique, c'est une question politique. En gros, c'est ce que disent habituellement les tribunaux. Ce qui explique que la Cour supérieure a accepté d'entendre l'affaire sur le fond, c'est que les jeunes, donc les demandeurs, contestaient une mesure précise qui était prise par l'État par opposition à une mesure étatique qui est trop diffuse, qui est mal définie ou qui est trop vague. Alors ici, les demandeurs contestaient une action particulière, les deux articles de loi qui prévoient la cible de l'Ontario et le plan de mise en œuvre de cette cible-là. Et donc, ils disent que la cible et le plan posent problème sur le plan de la charte. Et donc, la Cour, elle accepte sur cette base-là d'entendre les arguments sur le fond. Alors, le raisonnement de la juge de première instance va se baser entre autres sur l'affaire PHS de 2011, qui est un arrêt de la Cour suprême du Canada, où la Cour mentionne que la Constitution requiert que les tribunaux examinent l'action de l'État sur le plan de la charte. Donc, l'État, il agit sur la base du droit, donc il met en œuvre ses politiques publiques sur la base du droit. Et donc, lorsque l'État agit en adoptant une loi ou en prenant une décision particulière, ben, le rôle des tribunaux est d'examiner si ces actions particulières qui sont prises par l'État sont conformes à la charte. Alors, ce qui fait que la loi qui impose la cible et le plan de mise en œuvre de cette cible-là peuvent être évalués sur la base de la charte. Et donc, ce qui va faire que la Cour va être prête à examiner sur le fond les arguments qui sont présentés autant sur le plan de l'article 7 que sur le plan de l'article 15. Mais le principal écueil de l'affaire Meacher, c'est l'argument qui est présenté par le PG de l'Ontario qui se base sur le fait que
la revendication des demandeurs se fonde ou elle vise à imposer une obligation positive d'agir à l'État pour agir en matière de changement climatique. Et donc, la juge de première instance va caractériser l'affaire comme une revendication d'une obligation d'agir de l'État en matière de changement climatique, autant en vertu de l'article 7 qu'en vertu de l'article 15. Alors, à l'heure actuelle, autant sur le plan de l'article 7 que sur le plan de l'article 15. Puis là, je vais parler plus particulièrement de l'article 7. Le courant jurisprudentiel dominant, vise à restreindre la capacité de l'État à porter atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Donc, on demande à l'État qu'il s'abstienne par une action quelconque de porter atteinte aux droits qui sont protégés par l'article 7. Et donc, ce que dit la Cour supérieure, c'est que le demandeur réclame une cible plus restrictive. Il demande que l'État agisse de manière particulière pour protéger la vie et la sécurité. En gros, il demande à ce que l'Ontario soit plus ambitieux pour la lutte des changements climatiques. Et donc, ce que dit la juge de première instance, c'est que présentée de cette façon-là, la revendication va au-delà de la protection que confère la Charte. Puis là, elle va discuter de l'affaire Gosselin, qui est une affaire qui a été rendue par la Cour suprême du Canada en 2002, où dans l'affaire Gosselin, la majorité de la Cour avait dit qu'elle n'avait pas exclu que des circonstances spéciales puissent faire pencher la balance vers la reconnaissance d'une obligation positive de l'État lorsque l'article 7 ou lorsque les droits de l'article 7 sont en jeu. Et pour l'instant, depuis 2002, il n'y a jamais eu de circonstances spéciales qui ont été reconnues par la Cour suprême ni par aucun autre tribunal au Canada. Et donc, la question ici, c'était de savoir peut-être que les changements climatiques sont de telles circonstances spéciales qui peuvent mettre en péril la vie et la sécurité des citoyens. Néanmoins, la Cour refuse ici de trancher cette question-là. Est-ce qu'on est face à des circonstances spéciales qui nécessiterait une intervention particulière de l'État pour agir? La Cour refuse de se prononcer sur cette question-là parce que de toute façon, elle estime qu'il n'y a pas d'atteinte à l'article 7. Et même chose en ce qui concerne l'article 15, elle va se positionner sur le plan de l'article 15 en disant qu'on ne peut pas demander à l'État d'agir ou d'être plus ambitieux pour contrer les inégalités. Et là, elle va se fonder sur un passage de l'affaire Sharma, qui est un arrêt de la Cour suprême rendu en 2022, où la Cour dit qu'on ne peut pas imposer à l'État une obligation positive générale de remédier aux inégalités sociales ou d'adopter des lois réparatrices. Alors bref, autant les articles 7 et les articles 15 et l'article 15 ne peuvent pas imposer à l'État d'agir pour respecter les droits fondamentaux. Donc, on ne peut pas se servir de l'article 7 ou 15 pour contester une mesure étatique sur la base qu'elle est peu ambitieuse. On ne peut pas demander à l'État d'en faire plus en se fondant sur la charte. Donc, c'est pas le véhicule, c'est pas le bon véhicule pour une telle demande. Et ça, c'est le fil conducteur de l'ensemble de l'analyse qui va être fait par le tribunal, autant sur le plan de l'article 7 que sur le plan de l'article 15. Donc, je vais présenter très rapidement les arguments qui ont été mis de l'avant par la juge de première instance pour rejeter les allégations fondées sur l'article 7 et l'article 15. Un peu le raisonnement qui a été suivi. Sur le plan de l'article 7, donc comment la structure de l'article 7 est faite, c'est que premièrement, on doit démontrer une atteinte aux droits qui sont protégés, vie, liberté, sécurité. Et le simple risque qu'une action de l'État pose sur la vie ou la sécurité de la personne suffit à mettre en jeu ces droits-là. Et une fois que cette étape-là est franchie, on passe à la deuxième étape de l'article 7, qui est de savoir est-ce que cette atteinte-là est conforme ou non avec un ou des principes de justice fondamentale. Et si la réponse est oui, il y a une atteinte à l'article 7. Et donc, elle va appliquer ce cadre d'analyse-là pour chercher à savoir si on est en présence d'une atteinte. Et donc, elle va se fonder sur l'existence d'un consensus scientifique selon lequel les gaz à effet de serre doivent être réduits d'environ 45 en deçà des niveaux de 2010 pour 2030. Et donc, pour atteindre cette cible-là,
l'Ontario devrait réduire ses émissions de GES de 52% en deçà des niveaux de 2010 pour 2030. Et donc, se basant sur cette preuve-là, euh, la juge de première instance va dire que la cible actuelle de l'Ontario accroît le risque qui pèse sur la vie et la sécurité des demandeurs. Donc, la cible pose un risque sur le plan, elle accroît le risque de mort ou elle pose un tel risque. Et aussi, elle met en jeu le droit à la sécurité, autant l'aspect intégrité physique qu'intégrité psychologique, en raison des problèmes physiques et des problèmes psychologiques qui peuvent être engendrés par les changements climatiques. Euh, mais en fin de compte, la Cour va estimer que aucun des principes de justice fondamentale n'est violé dans les circonstances. Puis il y en avait deux qui étaient plaidés, le caractère arbitraire puis l'effet totalement disproportionné. Puis ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va revenir avec l'obligation d'agir de l'État, puis elle dit, ben, ces deux principes de justice fondamentale-là sont mal adaptés aux revendications qui portent sur une obligation générale d'agir. Donc, elle va dire ici qu'il n'y a pas de violation d'un principe de justice fondamentale, donc elle va rejeter la réclamation fondée sur l'article 7. Et en ce qui concerne l'article 15, euh, elle va rejeter la réclamation en se fondant sur deux arguments principaux. Euh, il y avait un des premiers arguments qui était présenté par le demandeur qui disait que la cible crée des effets disproportionnés sur les jeunes, autant des effets disproportionnés autant physiques que psychologiques. Et ce que la juge de première instance va dire, c'est que cet impact disproportionné-là est causé par les changements climatiques et non pas par la cible qui a été adoptée par l'Ontario. Et donc, elle ne voyait pas de connexion ou de lien causal entre la cible et l'effet disproportionné qui était allégué par les groupes de demandeurs. Puis elle va encore une fois refonder son argumentaire sur l'affaire Sharma, où elle dit, de toute façon, on ne peut pas imposer une obligation d'agir à l'État pour contrer les inégalités qui peuvent être occasionnées par certaines mesures. Et le deuxième point qu'elle dit, c'est que de toute façon, il n'y a pas non plus de distinction qui est fondée sur l'âge. Puis là, un des arguments qui était présenté par les demandeurs, c'était de dire que les jeunes vont subir de manière plus prononcée les changements climatiques comparativement aux autres groupes d'âge. Parce que les changements climatiques vont empirer avec le temps, donc les jeunes vont subir un effet disproportionné de ces changements-là. Et la Cour, elle dit qu'il n'y a aucune distinction fondée sur l'âge parce que de toute façon, tous les groupes d'âge vont subir dans le temps les changements climatiques. Là, il va donner l'exemple qu'en 2050, ben, tous les groupes d'âge vont subir les mêmes effets des changements climatiques, pas uniquement les jeunes qui seront jeunes à cette époque-là, à cette période-là. Alors, en gros, elle va rejeter sur cette base-là l'action fondée sur l'article 15. Euh, et en gros, avant de terminer, quelques mots sur le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario qui va dire essentiellement que la juge de première instance s'est trompée en caractérisant l'ensemble du dossier comme une revendication qui porte sur une obligation d'agir de l'État. Et ça a vicié l'ensemble du raisonnement de la juge de première instance, autant sur le plan de l'article 7 que sur le plan de l'article 15. Puis, elle dit que la juge de première instance aurait dû centrer ou restreindre son analyse à la question uniquement de savoir est-ce que la cible et le plan portent atteinte à l'article 7 et à l'article 15. Et donc, la Cour d'appel de l'Ontario, pour elle, ce n'était pas une revendication qui était fondée sur une obligation d'agir, parce que l'Ontario a agi, il a adopté une loi dans laquelle il prévoit une cible particulière et il a adopté un plan qui prévoit la mise en œuvre pour atteindre des mesures pour atteindre cette cible-là. Et la simple question que doit trancher la Cour supérieure, c'est de savoir est-ce que la cible est
le plan? Est-ce qu'ils sont compatibles avec l'article 7 et l'article 15? Donc, le remède que va choisir la Cour d'appel, c'est de renvoyer l'ensemble du dossier à la Cour supérieure pour qu'elle se reprononce sur cette cause-là. Donc, bref, on recommence le processus judiciaire dans l'affaire Major. Alors, ça complète pour moi, donc je vais céder la parole à quelqu'un ou quelqu'une. Merci. Alors, je crois que à cette étape-ci, en tout cas, merci d'abord et avant tout, Paul et Sébastien. C'était très, très, très éclairant. Donc, veuillez excuser peut-être mes balbutiements. C'est que c'est rare qu'on fait des événements en format exclusivement webinaire et donc je suis face à un écran noir. C'est parfois difficile là, d'être suffisamment réactive. Enfin, merci pour vos deux interventions très pertinentes et éclairantes. Alors, à cette étape, je crois que c'est Camille qui prendra la parole maintenant pour nous parler justement de l'application des accords de Paris dans le contentieux climatique. Est-ce que c'est bien ça? Bonjour, alors je ne vais pas prendre la parole à Albert, mais je suis prêt à y aller si ça vous convient. Ah ben si, non, pardonnez-moi, c'est peut-être mon erreur. Est-ce que c'est Albert dans ma présentation, en effet, c'est Camille qui arrive en tout dernier. Donc, c'est à Albert maintenant de prendre la parole. Toutes mes excuses. Après, avec plaisir. Aucun souci. Pardon. Je vous partage mon écran Merci. quelques instants. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Ben, moi, je suis plaignante dans l'affaire La Rose, effectivement, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit par Paul. Euh, mais c'est ça, simplement, je pense que puis aujourd'hui, je travaille comme directeur de la recherche pour le Future Generations Tribunal. Donc, je pense que l'idée, c'est de partir de cette expérience-là en tant que plaignant dans la rose, puis d'élargir à, ben, d'identifier d'abord les manières dont le droit, le système judiciaire est pas outillé pour répondre aux atteintes profondes à toute l'architecture juridique et des droits de la personne que pose la question de la crise climatique. Et au-delà de la crise climatique, il y a aussi la polycrise environnementale. Euh, donc, c'est de voir tous les écueils que ça souligne et aussi de s'alarmer par rapport aux risques. Donc, si euh, les cours sont incapables de trancher parce que les questions de justiciabilité sont insurmontables, parce que les litiges sont trop politiques, trop complexes pour qu'il puisse y avoir des remèdes juridiques. Effectivement. Donc, j'attirerais juste l'attention aussi sur donc, à cet égard-là, le fait que ben, dans la rose, ce qu'on reproche au Canada, c'est l'ensemble de ses actions et de ses omissions qui sont à l'origine de sa responsabilité disproportionnée à l'origine de la crise climatique, donc en termes d'émissions de GES. Et donc, fondamentalement, ça, par exemple, ça soulève une question complexe parce que quand on parle de la restriction de la portée des décisions que les cours de justice peuvent avoir, par exemple, donc, si on doit poursuivre un décret ou une loi ou une mesure à la fois, pour avoir des déclarations d'inconstitutionnalité et avoir cet exercice-là d'un contrôle constitutionnel sur ce qui représente une menace existentielle à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, mais à bien d'autres droits, puis à la viabilité même de la réalisation de l'ensemble de l'architecture des droits de la personne, ben, ça pose question. Donc, premièrement, c'est impossible, irréaliste de penser poursuivre sur des dizaines de recours. Puis je pense que c'est intéressant aussi de faire le parallèle, par exemple, avec la poursuite qui avait été intentée par des jeunes au Canada contre le rachat et l'expansion du pipeline TMX, par exemple, dans l'Ouest, où, ben là, justement, parce qu'on parlait d'un projet fossile en particulier, encore là, c'était un recours qui était essentiellement fondé sur l'article 7 de la Charte, euh, ben, ce projet-là, en lui-même, n'avait pas un impact suffisamment important. Mais donc, on se retrouve vraiment dans une espèce de gymnastique où les tribunaux, quand on a des poursuites qui sont très ciblées, vont dire que le lien de causalité est difficile à établir parce qu'évidemment, un projet de combustible fossile à l'échelle mondiale, euh, ben, son impact sur la composition de l'atmosphère n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse véritablement juger que les préjudices allégués à des personnes physiques y soient rattachés. Et de notre côté, ben, quand on a des poursuites qui sont trop larges,
effectivement, ça pose une question de justiciabilité fondamentale et tout ce narratif du gouvernement des juges et évidemment de séparation des pouvoirs. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est un plan de redressement climatique, donc l'exercice d'un contrôle judiciaire à travers lequel les tribunaux contraindraient l'adoption et la mise en œuvre par le gouvernement, évidemment, d'un plan qui l'amènerait à faire sa juste part dans la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Donc, aussi en prenant en compte, là, ce qui n'est pas le cas dans les lois fédérales, puis je pense que c'est un aspect qui est clé, c'est l'idée que bon, la loi fédérale sur la responsabilité en matière de réduction des gaz à effet de serre enchasse une cible de 45 % de réduction d'ici à 2030, l'atteinte de la carboneutralité également d'ici 2050. Et donc, évidemment, si on se réfère aux cibles visées par le GIEC, vous m'entendez mal? D'accord. Je vais résoudre ça à l'instant. Je m'excuse, ma connexion est meilleure à l'extérieur. Je viens de déménager. C'est les générations futures qu'on entend derrière, c'est dans le thème. Hein. Oui, non, je suis vraiment navré pour cette interruption. Donc, bref, tout ça pour dire que, effectivement, donc, quand on a des poursuites trop ciblées, trop larges, effectivement, ça compromet la capacité d'avoir une justiciabilité dans les deux cas. Donc, il faut avoir une certaine cohérence à un moment donné, puis il faut trouver des avenues concrètes sans édulcorer les recours. Parce qu'effectivement, comme je disais, la question des cibles, le Canada a une cible de réduction des gaz à effet de serre, d'atteindre la carboneutralité, qui est celle que le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, a déterminé qu'il était nécessaire d'atteindre pour l'ensemble de la planète, donc y compris les pays qui ont des très faibles émissions et qui ne peuvent pas, qui ont une capacité bien moindre de retrancher dans leurs émissions, sans parler des émissions historiques qui doivent être prises en compte. Donc, je pense que c'est là aussi que le fait de dépolitiser les questions climatiques, la question des cibles, la question des moyens prévus pour leur atteinte, en passant par les tribunaux, est aussi un moyen important, intéressant. Et donc, quand on s'est assis pour poser le diagnostic de toutes les façons dont les dispositifs judiciaires n'étaient pas outillés pour répondre à la crise climatique. Donc, évidemment, les barrières d'accès à la justice, une accessibilité financière, épistémologique, les craintes de représailles, notamment dans des pays du Sud global. Donc, des pays du Sud global où, par ailleurs, il y a des décisions très intéressantes. Je pense à une décision en Colombie où, à travers une poursuite de jeunes, la personnalité juridique a été accordée à l'Amazonie colombienne. Donc, Ashgari contre le Pakistan. Donc, il y a également des progrès jurisprudentiels très intéressants qui proviennent des pays du Sud global, mais néanmoins, ça pose des différentes questions. Il y a la centralité des préjudices déjà cristallisés. Donc, quand on parle, par exemple, de l'effet discriminatoire sur les personnes plus jeunes, sur les jeunes générations, effectivement, on parle en termes... je pense que ça a été compris par les tribunaux dans La Rose et dans la décision Mather comme étant quelque chose d'hypothétique. Donc, les tribunaux n'ont pas compris, puis c'est peut-être la preuve qui a été présentée aussi, mais les tribunaux n'ont pas saisi que l'argument était fondé sur l'impact différencié des enfants et des mineurs, des jeunes, dans leur développement. Donc, le fait que la crise climatique les affecte à cette étape particulière de leur vie, qui pose un impact disproportionné, qui compromet donc, du fait de leur jeune âge, qui compromet donc le principe d'égalité devant la loi. Donc, là, encore, on voit que, et donc, on parle de danger hypothétique, mais qu'est-ce que ça signifie si les tribunaux ne sont pas outillés pour trancher sur des questions qui portent sur des préjudices qui sont futurs, mais qui sont prévisibles et qui sont prévus de manière très ferme et sans appel par la science. Donc, ça pose question aussi. On parle de l'inexistence des générations futures en tant que sujet de droit. Donc, je pense que c'est important de distinguer les jeunes des générations futures. C'est souvent une question sémantique ici, mais donc, évidemment, La Rose, c'est ça, on a cette espèce de déclaration symbolique qu'on fait ça au nom de toute notre génération et des générations futures. Mais c'est uniquement symbolique. Nous, on n'appartient pas aux générations futures dans la mesure où on est des personnes physiques vivant aujourd'hui et qu'on a des droits qui existent au même titre que n'importe quelle personne qui est née. Donc, départager, c'est ça.
générations futures sont hypothétiquement les personnes qui ne sont pas encore nées, parce que, bon, voilà, les enfants, les mineurs ont des droits déjà prévus à travers différents mécanismes internationaux domestiques. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 81, selon une recension là, de 2021 par Araujo et Koestler, il y a 81 textes constitutionnels qui mentionnent les générations futures, mais il n'y a pas vraiment d'existence de jure. Donc, il n'y a pas de conceptualisation viable à l'heure actuelle des générations futures en tant que sujet de droit. Donc, on parle d'équité intergénérationnelle, donc qui était à la base, qui est un concept juridique qui a été proposé, un principe juridique qui a été proposé initialement par Edith Brown Weiss, donc professeur à Georgetown. Donc, il faut concevoir c'est quoi les différents éléments qui caractérisent les générations futures. Donc, il y a la notion d'abord de caractériser, puis sans forcément réfléchir à comme leur accorder une personnalité juridique, comme ça a été le combat du mouvement pour les droits de la nature, par exemple. Mais donc, qui sont-ils? Est-ce que on parle de droits collectifs de façon inhérente, mais ensuite, comment on les distingue, comment on intègre les dispositions antidiscrimination du droit international, du droit domestique, à travers la réflexion sur les droits des générations futures. Donc, ça, c'est quelque chose qui rentre dans la façon dont on les conçoit. C'est quand est-ce que le futur commence, quand est-ce que le futur se conclut en termes au niveau des seuils de prévisibilité, etc. Donc, des liens de causalité. Donc, ça pose toutes sortes de questions qui sont assez fondamentales, qui sont très procédurières, qui ramènent aussi à l'ontologie des droits. Puis, donc, c'est ça. Donc, on a déjà tous ces textes constitutionnels qui les mentionnent, les générations futures, mais on n'a pas... c'est strictement symbolique dans la mesure où on n'a pas d'opérationnalisation on n'a pas de définition juridique qui permette une opérationnalisation de ces droits-là. Donc, on a par exemple, évidemment, les principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures où on dit que les droits humains n'ont pas de date de péremption et a priori, les générations futures sont aussi bénéficiaires de toute l'architecture des droits humains. Mais encore là, comment on concrétise ça? C'est quoi l'édifice juridique c'est quoi tous les outils procéduriers finalement dont on se dote? C'est une question qui reste entière. Il y a les mécanismes de mise en œuvre évidemment qui sont défaillants. Il y a les biais coloniaux eurocentriques du droit. Donc, l'idée, c'est qu'on est une équipe internationale de jeunes, donc d'Inde, du Pakistan, des États-Unis, de Tonga. On a travaillé étroitement avec Pacific Island Students Fighting Climate Change, par exemple, aussi, qui sont à l'origine de l'opinion juridique de la Cour internationale de justice relativement aux obligations des États par rapport à la crise climatique et vis-à-vis des générations futures. Donc, l'idée, c'est de créer une institution internationale par et pour les jeunes qui vise à remédier à toutes ces questions-là, à créer du droit nouveau essentiellement dans un espace qui n'était pas possible. Il y en a beaucoup d'entre nous qui œuvrions au niveau de la diplomatie internationale, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, etc. Mais donc, on avait vraiment besoin d'un espace d'autodétermination entre enfants jeunes où on puisse travailler sur la base d'assemblées régionales participatives et délibérantes dans la réalisation des droits politiques, civils et politiques des jeunes et des mineurs qui sont évidemment là actuellement. Donc, je vais passer rapidement. Mais donc, l'idée, c'est de se fonder sur les préjudices que les enfants, les jeunes vivent déjà du fait de la crise climatique pour être capable d'identifier des besoins de justice. Donc, dans l'idée que l'architecture actuelle, la construction actuelle de tout l'édifice des droits humains issus de l'après-Seconde Guerre mondiale, tout ça, ces produits a été construit à l'issue de génocide, de conflits à grande échelle, puis d'horreurs qui n'avaient jamais été vues auparavant. Donc, fondamentalement, le droit aime se prétendre neutre et objectif, mais le droit a été créé pour répondre à des besoins de justice fondamentaux. Et là, ce qu'on argue, c'est que toute cette architecture-là est menacée dans sa cohérence, dans la possibilité même de sa réalisation, dans la capacité matérielle qu'on peut avoir à exercer des droits fondamentaux du fait de la violation du dépassement des différentes limites planétaires. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'identifier ces besoins de justice-là et sur cette base-là, de créer un cadre d'obligation. Et donc, c'est là aussi on se ramasse à l'ontologie des droits. Est-ce que le but, c'est d'avoir une énième déclaration des droits
qui ne soient pas forcément mises en œuvre, etc. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux de stratégie de diplomatie internationale à cet égard-là sur lesquels on travaille avec différents partenaires. Puis c'est un grand effort aussi, évidemment, de documentation, donc de détailler c'est quoi les effets que les enfants, les jeunes vivent déjà. Donc là, par exemple, on travaille sur l'organisation d'un tribunal en Afrique de l'Est, donc il va se tenir au Kenya à la fin septembre de cette année. Donc, il y a toutes les questions des enfants, des jeunes qui sont affectés par le conflit et donc l'impact transversal de la polycrise environnementale sur la réalisation de l'ensemble des droits, y compris les droits économiques et sociaux. Et donc, c'est quoi les obligations nouvelles des États vis-à-vis des générations futures qui doivent être mises en œuvre, qui doivent être adoptées de manière à résoudre ces enjeux-là et à permettre une justiciabilité. Voilà, donc c'est ça. En décembre, on a déposé donc le People's Petition, donc devant la Cour internationale de justice, qui tenait ses audiences par rapport à son opinion juridique sur les obligations des États vis-à-vis des changements climatiques et des générations futures. Donc, on a fait venir 18 personnes des communautés en première ligne de la crise climatique, donc communauté Inupiaq, donc autochtone d'Alaska, de Inuit de Nunarpa du Groenland, du Suriname, du Mozambique, de Colombie, avec énormément de perspectives autochtones aussi, des États insulaires du Pacifique. Alors, bon, on s'excuse bien sûr pour cet inconvénient. Alors, ce que je propose, donc, voilà, c'est qu'on va poursuivre avec notre dernier invité qui va aborder la question, donc, de la mobilisation de l'accord de Paris dans le contentieux climatique national. Et on cédera la parole à nouveau à Albert pour la conclusion à son retour. Alors, Camille, la parole est à toi. Merci beaucoup. Euh, j'étais très honoré, mais aussi avec un peu de crainte de venir présenter mes travaux en cours de doctorat, parce que on ne sait jamais si c'est prématuré, si c'est présomptueux de venir parler de ce qu'on fait en ce moment, mais en tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir le faire. Et là, l'idée de ma présentation aujourd'hui, c'est de prendre donc un pas de recul, une perspective un peu plus macro sur ce qui se fait dans le reste du monde. Et puis, j'espère pouvoir en discuter avec vous aussi à la fin. J'ai essayé de respecter le temps. Mes introductions sont toujours trop longues, comme vous le voyez, donc je vais rentrer dans le cœur du sujet. Alors, j'ai pensé 3 temps aujourd'hui. Vous parlez de l'accord de Paris en premier lieu, qui a été mentionné en fil conducteur, mais dont sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu plus. Vous parlez de recherche en cours que je mène grâce à un laboratoire de recherche à Aix-en-Provence, qui est donc mon institution de co-tutelle, où avec un ingénieur du CNRS, on a aspiré la base de données du Sabine Center, en les prévenant quand même, mais simplement récupérer tous les documents sur ce site internet-là, essayer de jouer un petit peu avec les données qu'on a obtenues. Donc c'est assez exploratoire, mais ça me fera plaisir de vous en parler. Je sais que aux camarades, on aime bien aller en profondeur dans les documents et essayer d'en tirer du sens. Donc je serais ravi de m'y essayer. Puis prendre un dernier pas de recul avant la conclusion pour vous parler un peu de quelle mobilisation finalement de l'accord de Paris, mais surtout pour quoi faire au regard des particularités de cet accord. Alors pour commencer, je vais repartir un petit peu de la base de données du Sabine Center dont la professeure Allais a parlé en début de conférence, parce que voilà, on a un panorama mondial, ça nous donne un aperçu du nombre de procédures que leurs rapporteurs ont répertoriées. Évidemment, un bassin historique de contentieux aux États-Unis qui commence un peu plus tôt dans les années 80, qui se diffuse dans le reste du monde. Et donc, là, on a les données à la fin de 2024. Ça a changé encore depuis, ça continue. On a passé tout juste les 3000 affaires répertoriées. Ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est qu'il y a quelques biais aussi géographiques que je préfère rappeler toujours, du fait que des fois les décisions ou les contentieux ne sont pas toujours accessibles facilement, où il n'y a pas de rapporteurs du Sabine Center qui font ce travail de collecte d'informations. Et donc, je ne voudrais pas laisser penser que c'est l'univers fini du phénomène. Ils ont une définition qui est relativement stricte
où les changements climatiques doivent être une question matérielle, de droit, de fait ou de science au cœur du litige. Et puis, il y a aussi ce biais géographique, vous pouvez le voir assez clairement à l'écran. Mais en tout cas, c'est ça l'univers qu'on a observé dans ces recherches. Et puis, vous mentionnez effectivement que 2015 interpelle quand même comme année où non seulement l'accord de Paris est signé, il entrera en vigueur l'année suivante, mais aussi à un moment où on voit une évolution du nombre de contentieux en volume. Et donc, évidemment, ça questionne, sans pouvoir démontrer précisément que l'accord de Paris en soi a conduit à X ou Y contentieux. Vous voyez bien que ça a quand même nourri le phénomène d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça le suggère vivement. Donc voilà, premier passage des 3000 procès pour le climat initiés à ce jour à l'échelle mondiale depuis les débuts du phénomène tel qu'on le connaît. Mais évidemment, le chiffre, d'une part, il y a beaucoup de contentieux aux États-Unis seuls, et puis avec les limites que je vous ai mentionnées. Alors, pour revenir sur l'accord de Paris, brièvement, vous le connaissez tous et toutes de nom, mais vous mentionnez que c'est le 3e traité international. On a parlé un peu plus tôt des contentieux canadiens relatifs au protocole de Kyoto, notamment, et donc la Convention cadre de 1992 étant le premier. Puis parler aussi de la structure de cet accord, parce que on parle souvent des obligations de l'accord, des objectifs de l'accord, mais il faut garder en tête que c'est avant tout un cadre juridique pour articuler une coopération entre États sur un temps long, avec des objectifs collectifs de long terme, mais qui sont rédigés dans des termes vraiment vagues, en tout cas qui ne sont pas une obligation pour les États, et par contre des objectifs individuels que ces États doivent prendre dans des documents individuels appelés contributions déterminées au niveau national. Dans le contenu même, il y a certaines obligations de forme, mais le contenu est laissé à la libre appréciation des États. En revanche, il y a des obligations procédurales de communication, d'augmentation de l'ambition au fil du temps et de reporting. Alors, vous mentionnez juste le titre, le texte des 2 articles souvent qui reviennent un petit peu dans les analyses. L'article 2 qui est celui qui contient les objectifs. Vous voyez que c'est l'accord qui vise à renforcer la riposte mondiale en contenant l'élévation de la température moyenne, etc. Donc c'est un objectif de l'accord, pas une obligation des parties. Et puis l'article 4 qui est un peu plus précis et qui contient des obligations, on va dire, au sens où on les connaît d'habitude, c'est-à-dire avec du présent, les parties cherchent à parvenir, ça vous voyez tout de suite que la formulation est aussi bien choisie, mais les parties établissent, chaque partie établit, communique et actualise des contributions, on a une obligation ici, et puis prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs des contributions. Puis je l'ai souligné parce que vous voyez que l'accord de Paris prévoit que les parties prennent des mesures internes dans leur droit national, des lois, des règlements. Puis c'est finalement ça, de mon point de vue, qui aussi contribue à ce que la société civile s'empare de ces textes, jugés insuffisants, jugés trop ambitieux, jugés en dehors de la compétence des pouvoirs publics qui les ont pris. Donc ça nourrit un peu ce phénomène. Donc je voulais faire une première conclusion intermédiaire sur, oui, l'accord de Paris, en faisant évoluer les cadres juridiques nationaux, contribue au phénomène des contentieux climatiques d'une certaine manière, puisque cette production normative conduit à ce qu'il y ait aussi un contrôle plus aigu de la société civile, des pouvoirs publics parfois, des entreprises, etc. Là, pour mettre le couvert un petit peu, donc je veux rentrer dans la deuxième partie qui est relative à l'utilisation de l'accord de Paris par les requérants dans leur argumentaire. Alors, c'est un point de vue macro, je vous préviens tout de suite, et donc avec énormément de limites. L'échelle étant le monde entier, tant que les jugements sont dans une langue compréhensible par les personnes ayant fait les recherches, donc anglais, français, puis on s'est essayé aussi à l'espagnol, mais la plupart des résultats que je vais montrer sont surtout sur des mots-clés en anglais à ce stade, mais la recherche est en cours, le projet va se terminer en fin d'année. C'est le projet Proclimex à Aix-Marseille, et donc on a un volet de la recherche qui est quelles sont les stratégies des requérants et quel rôle donner à l'accord de Paris dans les stratégies contentieuses. Donc c'est en cours, mais on peut déjà vous montrer quelques premiers résultats pour vous donner envie d'en savoir plus. Le premier, alors il va y avoir une petite série de graphiques, préparez-vous. Le premier résultat qu'on a, c'est qu'on a pris tous les documents, toutes sortes, donc les parties, les mémoires, les appels,
pas les éléments de preuve, ils ne sont pas répertoriés par le Sabin Center, mais en tout cas tous les écrits qui sont produits par les parties et les juges. Et donc on voit que depuis 2016, l'année d'entrée en vigueur, de plus en plus, en jaune, de plus en plus de documents contiennent une référence à l'accord de Paris. Là, on a ratissé large, Paris Agreement, Paris Framework, Paris Climate Accord. Prenez tous les termes que vous voulez qui rappellent ce texte. Je ne peux pas vous dire que c'est exponentiel l'usage de l'accord de Paris, mais vous voyez qu'il y a quand même une stabilisation autour de un quart à un tiers des documents qui contiennent des références. Même 2024, bon, malheureusement, le Sabin Center met du temps à mettre à jour les documents, mais vous voyez que c'est plus de la moitié des documents sur un échantillon plus petit. Donc, en tout cas, ça tend à nous montrer que l'accord de Paris prend une place relativement importante, sans pouvoir vous dire quel est l'usage exact qui est fait à ce stade. C'est simplement les documents qui contiennent une référence. On allait un peu plus loin. On a essayé de séparer. Bon, déjà, on sépare contentieux contre les entreprises en haut et autres contentieux et surtout contentieux contre les États en bas. Et on a essayé de séparer entre plaidoirie, arguments des parties et puis documents des décisions du juge. Le juge au sens large, c'est-à-dire tout type de contentieux, mais nationaux en tout cas. Et un résultat intéressant qu'on trouve, c'est que, mais qui est assez logique, mais en tout cas qu'on arrive à établir, c'est que les parties se réfèrent plus à l'accord de Paris en proportion que les juges. Donc vous voyez une tendance pour les parties à mettre de l'avant l'accord de Paris. Ça, c'est en rouge en haut et en jaune en bas. Et par contre, en bleu, les jugements reprennent moins l'accord de Paris en termes de citation dans le volume de décision. On est autour de 10 à 20% des décisions rendues contre des entreprises qui se réfèrent à l'accord de Paris depuis 2016 à entre 20 et 30% pour les contentieux contre les États. Donc deux conséquences préliminaires, bon, évidemment c'est à prendre encore une fois avec des pincettes, mais la première c'est que c'est plus facile pour les juges de se référer à l'accord de Paris quand c'est des contentieux contre l'État, puisque l'État en soi est une partie à l'accord. L'accord organise les relations entre les parties, oblige un certain comportement dans l'ordre juridique international. Alors que les entreprises, il y a tout un débat sur dans quelle mesure l'accord de Paris peut venir toucher leur activité, mais on en reparlera peut-être. Donc voilà, autre conclusion qu'on a trouvée dans le cadre de ce projet. Et puis, mentionner aussi, parce que on en a parlé un tout petit peu, mais il y a énormément d'enjeux liés à l'invocation de l'accord de Paris en tant que norme juridique dans les contentieux. Je pense que vous le savez bien au Canada et au Québec, les difficultés qui sont rencontrées, et on les retrouve à peu près partout dans le monde d'une forme ou d'une autre, puis c'est quelque chose que j'étudie dans le cadre de ma thèse, et donc c'est encore un peu trop tôt pour faire une typologie, mais vous montrez par exemple dans l'affaire de la High Court anglaise, où là, j'ai pris le contentieux un peu maximaliste, l'exemple typique du contentieux stratégique où on considère que les politiques générales du Premier ministre et du gouvernement, parce qu'elles continuent à financer les énergies fossiles, parce qu'il n'y a pas un changement de trajectoire, sont en violation à la fois des obligations de l'accord de Paris, mais enfin, c'est pas tout à fait clair lesquelles, et puis surtout des droits de la personne cristallisés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, la Cour est très malaisée et vous dit, mais attendez, en fait, vous nous demandez d'aller au-delà de notre compétence, puisque vous nous demandez de mettre en œuvre l'accord de Paris à travers le truchement des droits de la personne, mais in fine, ce que vous nous demandez, c'est de regarder la mise en œuvre de l'accord. Ça, on ne peut pas faire. Et donc, vous voyez une grande difficulté des requérants, puis je voulais faire un temps d'arrêt là-dessus, qui est de comprendre comment utiliser l'accord, puisque c'est un outil à leur disposition, mais finalement avec une portée relativement faible en termes d'opposabilité et d'invocabilité dans l'ordre juridique interne. Donc plusieurs mobilisations différentes, puis c'est ce que j'étudie. Alors il y a plusieurs aspects, mais c'est très rare de trouver des requérants qui disent il y a une violation de l'accord de Paris, donc je demande réparation pour cette violation. D'ailleurs, virtuellement aucun requérant n'arriverait à plaider ça devant un juge, et donc il y a des stratégies un peu parallèles pour y arriver. Et donc beaucoup d'obstacles que j'ai mentionnés ici, dont on a parlé un petit peu, mais qui font partie
des problématiques que les requérants se posent. Évidemment, requérants et requérantes au sens très large, et ça inclut aussi des entreprises qui veulent contester des lois pour la lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter seulement aux contentieux qui nous viennent en tête en premier lieu, et on en a parlé aujourd'hui, mais il y en a d'autres, Urgenda en Europe, etc. Il y a aussi beaucoup d'autres contentieux beaucoup plus pragmatiques. Et c'est d'ailleurs un point que je voulais vous mentionner dans ma troisième et dernière partie. Et je vais bientôt finir, comme ça on aura le temps pour les questions. C'est en fait utiliser l'accord de Paris, mais pourquoi faire comment, mais aussi pourquoi faire. Donc vous avez beaucoup d'objectifs différents, et puis je voulais faire une pause pour ne pas donner l'impression que tout se cristallise sur le contentieux des droits de la personne. C'est vraiment peut-être le contentieux de la décennie, voire du siècle, qui se développe le plus, mais rappelez quand même qu'il y a beaucoup de contentieux, parfois plus pragmatiques, interdire des publicités mensongères, on en a parlé dans la première présentation, empêcher le financement de projets, et puis des fois faire des poursuites contre des militants climatiques, c'était aussi mentionné. Donc beaucoup de contentieux différents contre des parties défenderesses différentes. Donc, poser la question, en fait, parler de l'utilisation de l'accord de Paris n'a du sens que si on regarde pourquoi faire et puis quelles dispositions s'agissant d'un cadre général d'organisation de l'action étatique. Vous mentionnez, là, c'est pas moi, c'est deux chercheuses de la London School of Economics qui ont regardé un peu l'objectif des requérants dans les contentieux stratégiques, donc ceux qui visent à induire un changement global, mais que ce soit l'annulation d'une loi ou revoir des droits, revoir l'interprétation de certains droits. Donc vous voyez qu'il y a quand même, oui, on veut intégrer les changements climatiques dans les projets et les politiques publiques, mais vous avez aussi beaucoup de contentieux liés à des publicités mensongères et beaucoup de contentieux, presque un quart, qui vise à remettre en cause des lois en faveur de la protection du climat, l'atténuation et l'adaptation. Donc, pas penser que les contentieux climatiques sont toujours en faveur de la protection des personnes non plus. Et donc, je voulais vous mentionner aussi, pour terminer, que finalement, le contrôle juridictionnel plutôt que judiciaire, excusez-moi, de l'autorisation de projet est vraiment bien ancré en droit et en droit administratif en particulier. Et vous avez, par exemple, une affaire en Australie qui le met bien en lumière, puisqu'on regarde si le projet en tant que tel, c'était ouvrir une nouvelle mine de charbon. Est-ce que le projet est cohérent avec l'intention des parties à l'accord de Paris? Donc on va assez loin finalement dans la revue. Et ça, souvent, c'est permis par le droit interne, notamment le droit administratif de l'étude d'impact environnemental des projets. Donc l'accord de Paris peut jouer aussi un rôle à cet égard. Et vous mentionnez un peu pour ouvrir et puis ouvrir le débat peut-être, mais au regard du nombre croissant de requérants qui veulent faire reconnaître l'insuffisance de l'action gouvernementale, passer outre notamment les limites liées au fait que c'est une question politique. Comment faire pour invoquer l'accord de Paris et puis quelles dispositions invoquer, je le mentionnais. Donc on a tout un contentieux autour de la relecture des droits économiques, sociaux et culturels qui était au cœur de la présentation d'aujourd'hui et qui évidemment à suivre puisqu'on attend avec impatience les décisions sur le fond. Donc c'est encore un peu prématuré pour saisir réellement l'impact de l'accord de Paris à cet égard, mais grâce à des jeunes requérants et moins jeunes d'ailleurs, on a des motifs, si ce n'est d'espérer des décisions en faveur de la lutte pour le climat, en tout cas des décisions intéressantes d'un point de vue juridique sur la compréhension des droits à l'ère de l'Anthropocène. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là, j'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que c'est un bon point de départ pour la conversation. Puis je vous remercie. Merci beaucoup. Vos présentations sont très riches et c'est vraiment très apprécié. Alors, Albert est revenu. Le temps file, hein, il est 12h45, donc il faudrait qu'on puisse quand même laisser place aux questions de l'auditoire. Mais tout de même, ça s'est fait de façon tellement violente, la fin de l'intervention. Donc, Albert, est-ce que ça te va si on te laisse 2 ou 3 minutes maximum pour clore ton propos? Très rapidement, mille excuses, là, quelle honte de mon côté. Le bureau est en rénovation, je viens de déménager, j'ai pas encore de Wi-Fi. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu de problème de la semaine, mais voilà. J'allais simplement conclure que je pense que c'est ça, il y a les différents tribunaux régionaux
et internationaux qui ont été saisis dans les dernières années de la question de produire des avis consultatifs sur les obligations des États vis-à-vis des changements climatiques en lien avec les différents instruments internationaux des droits de la personne. Donc, je pense que ça, et du droit de la mer, par exemple, donc le tribunal international sur le droit de la mer qui a produit un avis consultatif très intéressant où il étend la notion de pollution océanique au gaz à effet de serre, par exemple. Il y a la Cour internationale de justice qui va rendre son avis juridique, son avis consultatif très bientôt, donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a la Cour africaine des droits de la personne et des peuples je suis désolé, je travaille tout le temps en anglais puis mes traductions sont approximatives, mais donc qui a été saisie aussi du dossier. Et donc, c'est ça, notre but, on poursuit comme plein d'objectifs en même temps, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est de s'assurer que les communautés qui sont en première ligne puissent influencer les tribunaux internationaux, régionaux, donc auxquels elles n'ont pas souvent accès, mais c'est aussi de créer cette documentation-là, puis d'avoir cette base de données mondiale, globale, qui peut servir de catalyseur finalement aux litiges climatiques stratégiques. Donc, de documenter des cas dans le Sud global avec des communautés en première ligne pour qu'ensuite on puisse, à travers des partenariats, des relations de confiance, faciliter l'exercice, le dépôt de recours dans les juridictions nationales et internationales. C'est ça. Puis il y a évidemment plein de questions d'ontologie des droits qu'on se pose, toutes sortes de questions doctrinales. Donc, il y a la question même il y a vraiment des questions d'enjeux de juridiction et de souveraineté qui sont posées par la question de la crise climatique au regard des enjeux des droits de la personne de façon large, des protections constitutionnelles. Mais notamment deux affaires, on a deux interprétations différentes, donc dans Saki contre l'Argentine et d'autres États, et dans Duarte contre le Portugal et 32 États du Conseil de l'Europe, membres du Conseil de l'Europe. On a des interprétations différentes où, ben là, c'est des poursuites contre des entreprises et des États où on argue la responsabilité d'État sur des citoyens qui ont aucun lien de citoyen, sur des personnes qui n'ont aucun lien de citoyenneté avec ces États-là, par exemple. Donc ça pose toutes sortes de questions également, puis c'est des choses auxquelles il faut réfléchir lorsqu'on parle de ce champ de droits nouveaux que sont les droits des générations futures. Donc, comme toute une série de questions de maîtrise de doctorat, si jamais ça vous intéresse d'être en communication, ça va me faire plaisir de poursuivre la discussion. Oui, alors merci beaucoup, Albert. Quelle belle façon de terminer l'intervention, en effet, parce qu'on voit, on a saisi à travers vos quatre présentations à quel point il y a aussi, sur le plan strictement intellectuel, doctrinal, de la recherche juridique, des ouvertures puis des besoins importants là, pour penser autrement, peut-être les droits qu'on a. Je veux dire, je suis pas certaine, qu'on ne questionne peut-être plus depuis longtemps, et c'est peut-être le moment, en effet, de repenser les fondements, les bases. On a reçu cette année Pascal Dufour, une collègue de l'Université de Montréal, qui était venue présenter sur les communs, la notion des communs. Et encore une fois, ça nous avait un peu interpellé sur justement le besoin de repenser les droits de la personne au prisme des communs. Puis c'est un peu le même programme finalement que tu proposes, Albert. Alors, merci beaucoup. Donc, comme le temps file, il est maintenant 12h48, il nous reste 12 minutes. Je laisse la parole, évidemment, à l'auditoire. Il est possible d'écrire vos questions dans le fil de discussion. Il est aussi possible d'ouvrir votre micro puis de poser votre question à l'oral. C'est Camille Bettencourt qui est la coordonnatrice de Comrade qui est responsable de cette gestion. Alors, est-ce qu'on a déjà... Je pense qu'on avait déjà une question dans le fil de discussion. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, poser des questions? Alors, je vais laisser le temps à Camille peut-être de prendre connaissance des questions dans le fil de discussion. Puis moi, j'ai envie de poser une question. Évidemment, j'utilise mon statut privilégié, n'est-ce pas, pour poser des questions. D'abord,
Concernant, alors, un premier commentaire, ce sont plus des commentaires là, que des questions, mais enfin, je pense que je pourrais interpeller d'abord et avant tout Paul et Sébastien sur un premier point. Au niveau là, des fameuses requêtes en radiation, évidemment que ça me parle beaucoup puisque en matière de droits économiques et sociaux, c'est aussi la tendance. Dès qu'on a une question de droit de la personne qui touche de près ou de loin aux enjeux de droits sociaux, économiques ou en tout cas à des enjeux de vulnérabilité socio-économique qui ne sont pas nécessairement nommés puis qualifiés en termes de droits économiques et sociaux dans le cadre d'une requête. Mais dès qu'on a ces questions-là, tout de suite, on a bien sûr une requête en radiation qui est déposée par le procureur général. Et puis, lors du passage, pas du dernier passage, mais du précédent passage du Canada dans le cadre de l'exercice de l'examen périodique universel, le Canada a accepté une recommandation qui avait été formulée, si je me souviens bien, par l'Afrique du Sud, qui lui demandait de cesser là, de plaider devant les tribunaux judiciaires que les droits économiques et sociaux n'étaient pas justiciables. Et donc, on pouvait penser que l'acceptation de cette recommandation aurait peut-être un effet sur ces fameuses requêtes systématiques, j'ai envie de dire, en radiation. Donc, je voulais d'abord savoir si, est-ce que, à votre connaissance, ce genre de demande à l'égard du gouvernement formulée par les instances internationales de cesser de prendre des positions à l'effet que la question climatique soulève des enjeux non justiciables est sur la table ou a déjà été formulée? Bien, c'est intéressant comme question. Le Canada, dans ses requêtes en radiation, évoque systématiquement que ce ne sont pas des questions justiciables et même nommément que les changements climatiques n'est pas un sujet justiciable. Puis en invoquant l'affaire Les Amis de la Terre. Mhm. Donc, c'est une fin de non-recevoir. Et la Cour d'appel fédérale est venue dire que c'est faux. Donc, je pense qu'on a peut-être cassé là, le vase de cristal, là, que c'est pas justiciable parce que c'est complexe, puis parce que c'est politique. La Cour fédérale dit les choses qui sont complexes, c'est politique. La Cour suprême a déjà accepté de les regarder dans plusieurs dossiers. Puis c'est inexact de dire que parce que c'est les changements climatiques, c'est non justiciable. Donc, la répétition, hein, le contentieux, il s'enrichit pas vite, mais par petites gouttes, donc, une décision de la Cour d'appel fédérale, elle va être citée systématiquement contre les requêtes en radiation. Et les demandeurs vont raffiner leurs demandes, vont raffiner leurs actes de procédure. On le voit d'un à l'autre, là, l'affaire Nature, il a appris des affaires environnement jeunesse, puis il a appris, puis il a ciblé davantage. Puis en ciblant beaucoup, ben là, le Canada vient dire, ben, il n'y a plus de lien causal. Si c'est trop large, puis que c'est plutôt un effet cumulatif, là, ils disent, ben, c'est trop large, c'est indéterminé. Puis quand c'est ciblé, ben là, il n'y a plus de lien causal. Puis là, la Cour d'appel, elle a souligné ça, que c'était un jeu de rhétorique qu'il fallait briser. Puis qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, puis qui vont être reprises dans dans les affaires qui sont en première instance, qui sont retournées en première instance. On voit un peu le yoyotage, là, puis en même temps, les tribunaux gagnent du temps parce que d'autres tribunaux rendent des décisions, puis ça alimente leur réflexion. Fait que moi, je pense que il y a eu une brisure avec l'affaire de la Cour d'appel fédérale, à moins que la Cour suprême viendrait euh, compromettre là, cette conclusion, que les changements climatiques sont justiciables. Parce que c'est écrit partout, le Canada l'écrit dans ses lois, que ça a un effet sur la santé, ça a un effet sur la vie, qu'il faut agir très rapidement. Donc, il se commet tout le temps, hein. Donc, puis ça, c'est dans des lois. Fait que une loi, ben, c'est justiciable, hein. Le tribunal, il peut l'examiner, déterminer des revendications là, sur les fondements de la charte. Fait que je donnerais ça comme réflexion. Merci beaucoup, Paul. Alors, un vrai levier. Alors, ça, c'est très, voilà, c'est très stimulant. Hmm. Ouais.
Est-ce que d'autres personnes dans l'auditoire souhaiteraient poser des questions? Est-ce qu'on a des questions dans le fil de discussion? Est-ce que Oui, on a Camille... des questions dans le chat. Oui? Il y avait une première question, mais qu'on a déjà abordé. Donc, je vais poser deux questions. Quelqu'un demande, y a-t-il des exemples ailleurs dans le monde où on a vu un État faire avancer la justiciabilité des desks ou des droits liés à l'environnement suite à un blâme d'un organe de traité, ou par exemple la Cour interaméricaine ou la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme, etc. Et puis la deuxième question, c'est quelle forme de blâme envers un État de la part d'une instance internationale a le plus de potentiel d'entraîner des effets positifs sur la justiciabilité? Est-ce que c'est un rapport, une pétition individuelle, un rapport périodique, un reproche fait verbalement lors d'une conférence internationale, etc. Voilà nos deux questions. Je ne sais pas si Camille veut prendre la première. Il a peut-être vu des choses. Oui, je me gratte la tête pour essayer de trouver des exemples là, qui ça me vient pas, mais en revanche, si peut-être mentionner qu'il y a toute une vague à venir, je pense, de contentieux qui va réutiliser la décision de la Cour européenne des droits de l'homme contre les aînés suisses, pour les aînés suisses, pardon, initiée par les aînés suisses. On a vu un premier recours, je crois, en Suède déjà, qui n'a pas abouti, mais qui reprend un petit peu les acquis de cette décision, qui avait condamné la Suisse pour l'insuffisance de son cadre et qui l'avait enjoint à le mettre en conformité. Donc c'est sûr que il ne faut pas voir le contentieux national, en tout cas de ce que j'étudie moi, comme isolé des contentieux internationaux ou régionaux, parce que ça vient mettre des éclairages sur des droits qui peuvent être mobilisés par les requérants, même dans d'autres pays en ce qui concerne la CEDH. Donc c'est le premier exemple qui vient en tête. Et puis évidemment, on va suivre avec beaucoup d'attention les avis consultatifs qui s'en viennent, qui ont été mentionnés, qui peut-être dans les prochaines semaines seront publiés, parce qu'évidemment, ça va donner une coloration additionnelle, en particulier sur l'aspect intergénérationnel dont Albert a parlé, puisque c'est une des questions qui est posée à la Cour internationale de justice aussi. Donc, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais j'espère avoir mis quelques billes. Et puis, ouais, Albert, je peux te passer le relais, vu que... J'ajouterais peut-être Pardon. on voit des États qui se rebutent aux décisions de justice, hein. Les Pays-Bas sont rebutés de cette fait imposer une cible qui était la cible scientifique la plus basse. Donc, ils étaient sous le seuil de ce qui était requis par la science. Le juge a décrété que c'était au moins la cible la plus basse proposée par la science. Puis le pays continue à se rebuter contre ces décisions. Donc, c'est pas facile. Je dirais peut-être un peu plus largement, effectivement, c'est pas très à la mode par les temps qui courent de s'enticher du droit international, mais néanmoins, je crois qu'on est dans une logique d'effondrement qui illustre de plus en plus l'interconnexion des droits pour revenir à des éléments qui sont vraiment à la racine. Le principe de non-régression, quand on parle des droits économiques et sociaux, est vraiment menacé. Je pense, je sais pas, il y a un exemple anecdotique auquel je pense, mais par exemple, à l'Assemblée, au People's Assembly qu'on a tenu à La Haye en décembre, il y avait par exemple Patricia Gualinga de la communauté Quechua de Sarayaku, qui est une communauté autochtone en Équateur. Puis l'assèchement des rivières fait en sorte que les personnes ne peuvent plus se rendre à l'école. La fermeture des écoles, la capacité à se nourrir, à s'alimenter, le droit à la santé sont des enjeux qui sont insérés de manière parallèle dans la rose, par exemple, qui sont vraiment au cœur de ce dont on parle. Donc, puis je pense que tout ça illustre vraiment l'artificialité de cette division entre obligations positives et négatives qui s'entremêlent de plus en plus dans la mesure où il y a aussi je veux dire, concrètement, on parle d'actions positives, mais aussi d'omission des États qui font en sorte qu'on est dans la situation actuelle. Et toute la question du attribution science qui ramène aussi la science de l'attribution. Donc, de dire, par exemple, récemment dans Nature que 111 entreprises pétrolières peuvent être blâmées pour des événements météorologiques extrêmes particuliers. Donc, ça amène quelque chose, puis ça amène, je pense que ça pointe aussi à l'aspect relativement politique de la science qui est développée, de la manière dont elle est amenée. Puis Klima Zanyorinen, c'est notamment illustré par rapport à la science de l'attribution, puis à la manière dont ça a été présenté en tant que preuve.
Mais bref, donc cette idée-là de l'obligation des États dans le maintien des droits économiques, sociaux et culturels, dans cette idée-là de non-régression, ça requiert des actions proactives. Donc, c'est ça vient vraiment brouiller toutes ces oppositions-là. Donc, j'ai personnellement espoir qu'à travers les avis consultatifs et à travers tout ce mouvement-là qui se met en branle, on puisse avoir des progrès qui ait des répercussions positives dans la conversation globale sur les droits économiques, sociaux et culturels. Merci beaucoup. Alors, le temps file, malheureusement. Je pense qu'on aurait pu faire une journée de réflexion. Vraiment, je souligne à quel point vos interventions étaient extrêmement riches, éclairantes, pertinentes. Moi, je suis impressionnée, surtout par la relève. Alors, bravo. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Il y a plein de messages qui entrent là, qui vous remercient. Alors, on a envie d'en savoir plus sur le tribunal là, que vous avez mis en place, Albert. Donc, c'est une instance qui regroupe des jeunes là, de différents pays, c'est ce que j'ai compris? Exact. Donc, on a une équipe, un peu un secrétariat. C'est un tribunal moral, là. J'ai oublié de le Oui, oui, préciser, oui. mais je pense que c'était clair. Ouais. Et donc, avez-vous un bureau quelque part ou c'est dématérialisé? C'est assez dématérialisé. On est D'accord, vraiment OK. partout. Ouais. OK. Alors, à suivre, donc, quelle belle initiative. Merci beaucoup. Je ne saurais vous remercier suffisamment. C'était très, très riche. Et puis, j'espère que peut-être que les réflexions qu'on a entamées aujourd'hui nous démontrent à quel point c'est important de collaborer avec les collègues qui travaillent dans le contentieux de la justice climatique parce qu'en effet, on a vraiment des points d'intérêt extrêmement commun. Alors, merci à tout le monde dans l'auditoire. Merci à Camille, coordonnatrice de Comrade, et puis merci aussi à Marie-Michel de la Faculté de droit qui a organisé là, la tenue du webinaire. Alors, nos intervenants ont accepté que le webinaire soit enregistré. Alors, ce sera confirmé, on validera le tout a posteriori avec tout le monde, mais si tout le monde est d'accord, cet enregistrement sera donc disponible sur le site Internet de la communauté de recherche action sur les droits économiques et sociaux. Merci encore et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le Allez, monde. Salutations. au Au revoir. revoir. Merci infiniment.